Bonjour. Voici une ville il y a un siècle, et voici une ville aujourd'hui. Voici une voiture il y a 50 ans, et voici une voiture aujourd'hui. Voici un téléphone portable d'il y a seulement 15 ans, et en voici un d'aujourd'hui. Au cours du dernier siècle, nous avons assisté à une croissance économique et à un progrès matériel jamais vu auparavant. Cela est en partie lié au PIB, l'indicateur le plus utilisé pour mesurer notre croissance. Il permet de dire combien de plus notre pays a produit par rapport à l'année précédente. Et ainsi, nous pouvons savoir où mettre nos priorités pour atteindre une croissance sans précédent. Seulement, à force de penser PIB, croissance et développement économique, nous en venons à oublier quelques facteurs importants. Depuis quelques années maintenant, on nous sensibilise sur l'environnement, la pollution des eaux ou encore un potentiel réchauffement climatique. Effectivement, notre désir de consommer est grand. Seulement, les ressources nécessaires à satisfaire nos besoins sont limitées. De plus, l'écart entre pays riches et pays pauvres devient tel que l'on voit de plus en plus apparaître des tensions sociales et des problèmes d'immigration massive, par exemple. Mais malgré toutes ces menaces, l'élan de croissance ne semble pas s'arrêter. On continue l'exploitation incontrôlée de nos ressources. Et la pollution, en termes d'environnement, atteint aujourd'hui un point critique. C'est pourquoi de nombreuses personnes se sont engagées sur une autre voie, une voie plus durable pour nous-mêmes et pour nos générations futures. Par exemple, le Bhoutan, un petit pays de la taille de la Suisse, situé aux confins de l'Himalaya, entre l'Inde et la Chine, a décidé de redéfinir le but de son développement. En 1972, le roi bhoutanais a donc décidé la mise en place d'un indicateur alternatif au PIB, le bonheur national brut, ou encore BNB. Il permet de mettre la priorité sur une croissance économique maîtrisée et met en avant le bonheur de la population. Il faut dire que le Bhoutan est un petit pays encore peu développé, et donc le BNB semble un moyen pour faciliter un développement raisonnable. Pour cela, le bonheur national brut se base sur 4 principes fondamentaux: la croissance et le développement économique, la conservation et la promotion de la culture bhoutanaise, la sauvegarde de l'environnement et l'utilisation durable des ressources, et finalement la bonne gouvernance responsable. Mais alors, est-ce qu'il fonctionne vraiment ce bonheur national brut? Est-ce qu'il apporte vraiment un plus au développement du Bhoutan? Et si oui, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ce genre d'indice au service d'autres pays que le Bhoutan? Pour mieux répondre à toutes ces questions, j'ai rencontré Havinto, directeur du Gross National Happiness Center au Bhoutan. Alors bonjour Havinto, vous êtes directeur du Centre du Bonheur National Brut au Bhoutan. Oui. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le bonheur national brut? Alors le bonheur national brut est un concept de développement qui a été mis en œuvre au Bhoutan depuis une quarantaine d'années. Et l'idée de base, c'est de dire que le développement ou la modernisation ne sont pas des buts en soi, mais ce sont des moyens. Et donc, au service de quel but est-ce que le développement est censé être mis? Et l'idée, c'est que c'est au service du bonheur et du bien-être de tous. Et quand on dit de tous, ça signifie d'une part de tous les habitants, sans exception, mais aussi des autres formes de vie, donc des animaux et aussi de l'environnement de la nature. Donc c'est un concept de développement holistique qui essaye de trouver un équilibre entre le progrès matériel et le bien-être, non seulement matériel, mais aussi psychologique et même spirituel, et tout en respectant et en protégeant l'environnement du pays, l'environnement naturel en particulier, mais aussi culturel. Alors, le bonheur national brut a été mis en place par le roi
en 1972. Oui. Alors, quels sont les facteurs qui l'ont poussé à mettre en place un tel indice? Mhm. Donc, le quatrième roi, Chigme Singye Wanchuk, était très jeune, il avait 17 ans quand son père, qui était le troisième roi, est décédé. Et donc il a accédé au trône de manière un peu prématurée. Et il s'est dit qu'en fait, il ne savait pas exactement quelles devaient être les priorités de son règne. Et il a décidé de parcourir le Bhoutan à pied pendant 2 ans, d'aller de village en village et de demander aux gens ce qu'ils attendaient de lui et quelles étaient leurs aspirations, leurs espoirs. Et au bout de ces 2 ans de voyage et de consultation, il a essayé d'en faire une synthèse et il s'est dit que finalement, il y avait tellement d'idées différentes, d'aspirations, d'espoirs, et c'est très difficile de dire, parce que chacun a un peu ses propres aspirations, mais que finalement, ce qui était commun à tous, c'est que tout le monde, finalement, aspire au bonheur et au bien-être. Et donc, il s'est dit, il faut que je mette le bonheur et le bien-être au centre des objectifs de mon gouvernement. Et quelque temps plus tard, il était en Inde, et un journaliste l'a interviewé, et de manière un peu sarcastique, parce que le Bhoutan est un tout petit pays, dans les années 70, c'était un pays très pauvre, lui a dit, mais finalement, le produit intérieur brut, à l'époque on disait plutôt produit national brut du Bhoutan, c'est combien? Et le roi a dit, mais vous savez, finalement, le bonheur national brut est plus important que le produit national brut. Donc c'était un peu une boutade, c'était une phrase qui lui est venue comme ça pour répondre à un journaliste et lui dire, vous comptez tout en termes d'argent et de production, etc. Moi, c'est pas comme ça que je mesure le succès de mon pays. C'est est-ce que les gens sont heureux? Est-ce qu'il y a du bien-être dans le pays? Donc c'est comme ça que l'idée a été formulée, ou le concept a été formulé pour la première fois. Bien que l'idée que le gouvernement ait la responsabilité de créer des conditions qui apportent bonheur et bien-être, c'est une idée qu'on trouve déjà au XVIIe siècle au Bhoutan. Donc ce n'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Mais ça a été reformulé de manière nouvelle au XXe siècle par le quatrième roi, parce qu'en particulier, il avait vu la modernisation des pays autour de lui, l'Inde, le Népal, la Chine, et il avait vu que ça s'était fait, que le coût avait été très élevé en termes d'environnement, en termes de cohésion sociale, en termes de perte des cultures traditionnelles. Et donc sa question, c'était comment moderniser le pays sans qu'il perde son âme. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il a fonctionné, ce bonheur national brut? Est-ce qu'il a apporté quelque chose au Bhoutan? Alors, je pense qu'on peut en tout cas dire que ça a apporté quelque chose au Bhoutan. Maintenant, il ne faut pas s'imaginer que c'est un pays idéal où tout va sans problème et qu'il n'y a aucun défi, aucune difficulté. C'est pas ça. C'est un pays comme tous les pays, avec les difficultés, avec des défis, avec des problèmes de toutes sortes. Mais le Bhoutan a été le seul pays jusqu'à maintenant à vraiment, de manière systématique, essayer de guider son développement à partir de l'idée de se poser toujours la question, est-ce que les décisions que le gouvernement prend apportent du bien-être et du bonheur à tous? Et pas seulement, est-ce que les décisions vont avoir pour conséquence une croissance économique? Et ça, c'est un point de vue tout à fait différent, vu que la plupart des autres pays mesurent leur développement presque exclusivement en termes de croissance économique. Et le problème de la mesure en termes de croissance économique, c'est que la croissance économique peut être générée par des éléments positifs, mais aussi par des éléments négatifs. Imaginons par exemple qu'on vive dans une famille où les enfants sont bien éduqués, ont une bonne nourriture, sont sains. Ça ne se traduit pas au niveau du PIB, vu que le soin que les parents apportent à leurs enfants n'est pas payé. Par contre, si les parents devaient négliger leurs enfants et les enfants tombent malades et doivent voir un psychologue et un médecin, donc il y aura des consultations, donc il y aura des salaires de versés et les assurances vont être obligées de rembourser, etc.
ça va résulter en termes de transactions financières. Et donc, ça va faire monter le PIB. Vous voyez, des éléments négatifs peuvent faire monter le PIB. Donc, le fait que le PIB monte ne dit pas si c'est positif ou négatif. Par contre, des choses positives, pour autant qu'elles ne soient pas liées à des transactions financières, n'apparaissent pas. Par exemple, typiquement, le travail de la mère au foyer qui, n'est-ce pas, si elle travaille au foyer, elle n'est pas rémunérée, donc ça n'apparaît pas. Par contre, si elle emploie une femme de ménage, c'est rémunéré, donc ça apparaît. Donc c'est là qu'on se rend compte, mesurer le développement uniquement en termes financiers est extrêmement unilatéral. Parce que les choses positives, mais qui ne sont pas liées à des transactions financières, n'apparaissent pas. Et les choses négatives, mais qui sont liées à des transactions financières, apparaissent comme un plus. Imaginez que la Suisse détruise toutes ses forêts et vende tout le bois de toute la Suisse. Le PIB monterait de manière très forte, puisque le bois, ça vaut cher. Par contre, rien dans le PIB n'indiquerait que l'environnement a été détruit. L'idée du bonheur national brut, c'est de dire que lorsqu'on mesure le développement d'un pays, on doit avoir une mesure qui tienne en compte tous les différents facteurs. De ce point de vue-là, pour répondre à votre question, c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale à la fois des progrès et aussi des problèmes. Puisque cet indice met en évidence là où il y a encore des manquements. De ce point de vue-là, je dirais que c'est un progrès. On peut citer quelques exemples qui sont frappants par rapport au Bhoutan. Un des piliers du bonheur national brut, c'est l'écologie, justement. Et par exemple, le Bhoutan s'est engagé à être toujours un puits de carbone, donc, c'est-à-dire de capturer plus qu'il n'émet de gaz carbonique du fait de sa couverture de forêt. S'est engagé à avoir toujours au moins 60% de son territoire recouvert de forêt. Actuellement, on est à près de 80%. En fait, on est passé de 70 à 80. Donc, la plupart des pays diminuent, le Bhoutan augmente en termes de forêt. Où le Bhoutan s'est engagé à être entièrement bio, 100% de l'agriculture 100% bio d'ici 2020. Donc, bientôt, dans 4 ans. Donc ça, ce sont des exemples concrets de mise en œuvre du PIB dans le domaine de l'écologie. Il y a d'autres domaines, comme par exemple l'éducation est entièrement gratuite, du jardin d'enfants jusqu'à l'université comprise, ce qui est très rare dans les pays en développement. Ça signifie que les jeunes gens peuvent accéder aux études indépendamment de la richesse de leurs parents, ce qui est très rare, surtout dans les pays en développement, mais même un pays comme les États-Unis n'a toujours pas atteint ça aujourd'hui. Les soins médicaux sont entièrement gratuits, quelle que soit la sévérité de la maladie. Alors oui, c'est un pays qui semble avoir de l'avenir, mais j'imagine qu'il y a quand même des points faibles dans le BNB. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est des points faibles du bonheur national brut. Il y a des points faibles dans le développement du Bhoutan. Voilà. Bien sûr. Je peux vous donner quelques exemples. Un exemple intéressant est justement l'effet pervers d'une réussite. Le Bhoutan a commencé l'éducation laïque, si vous voulez, seulement dans les années 60. Jusque-là, il n'y avait pratiquement que des écoles monastiques, donc pour ceux qui devenaient moines, etc. Et donc, en l'espace de quelques décennies, le Bhoutan est passé de pas de système éducatif, laïque, public, obligatoire, etc., à 100% des enfants scolarisés. Donc un grand succès. Maintenant, l'ombre ou le revers de la médaille, c'est qu'on a trop de jeunes qui ont fait des études supérieures et pas assez d'emplois. Donc quelque chose qui n'existait pas du tout jusque-là, qui est le chômage des jeunes, a commencé à apparaître. Vu que le secteur privé est encore très modeste au Bhoutan, donc les jeunes qui ont fait des études espèrent pour la plupart trouver un travail auprès du gouvernement comme fonctionnaire. Évidemment, il n'y a pas assez de postes pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est par exemple un point faible. Et aussi du fait que beaucoup de jeunes maintenant ont accès aux études supérieures, il y a plus d'exode rural. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'université, on n'a pas nécessairement envie de retourner à la ferme et mener la vie que menaient les grands-parents. Donc là, il y a aussi un peu une disparité qui se fait entre la campagne et la ville. Donc ça, ce sont des exemples de points faibles. Et d'une manière générale, je dirais la modernisation du Bhoutan
pose quand même des problèmes nouveaux. Le Bhoutan, maintenant tout le monde a accès à la télévision, à Internet, etc. Et donc les jeunes Bhoutanais savent aussi ce qui se passe dans le reste du monde, et ça peut créer aussi des espoirs ou des illusions de comment pourrait être la vie en Occident, etc., comme on a un peu partout dans les pays en développement. Donc un certain nombre de tensions qui n'étaient pas là du temps où le Bhoutan avait un mode de vie plus traditionnel. Alors on sait que le Bhoutan est très attaché à sa culture, la religion est notamment très présente, le bouddhisme tibétain. Alors est-ce que ça aurait influencé le bonheur national brut? Ou peut-être la mise en place du bonheur national brut? Certainement, certainement. Donc effectivement, le bouddhisme est très vivant au Bhoutan. C'est la grande majorité de la population. Il y a une minorité hindoue dans le sud, mais la majorité est bouddhiste. Et les valeurs du bouddhisme sont proches des valeurs qui sont prônées par le BNB. Par exemple, la société de consommation occidentale part du principe que plus on est riche et mieux ça vaut. Plus on consomme et plus on est heureux. Ça, c'est comme ça un peu l'idéologie néolibérale occidentale qui pense que avoir plus d'argent et plus de biens et plus consommer égale plus de bonheur et plus de bien-être. Et ce qui est en contradiction avec la conception bouddhiste qui pense que bien sûr nos besoins doivent être satisfaits, mais une certaine modération est un facteur de bonheur et de bien-être. D'être capable de limiter ses désirs et pas d'assouvir nécessairement tous ses désirs est un facteur de bien-être. Donc le BNB prône un développement plus mesuré, plus modeste que une orientation uniquement vers la société de consommation, etc. Un autre exemple, c'est l'idée de l'importance de la vie communautaire, donc qui est importante dans la tradition bouddhiste, la notion de communauté, alors qu'en Occident, on vit dans une société plutôt individualiste, où on met en avant plutôt l'individu et ses besoins personnels. Au Bhoutan, on met en avant plus la communauté, ce qui se passe entre les gens, et donc les valeurs communautaires sont plus fortes. Un troisième exemple est lié à l'idée que le bien-être dépend pour une partie de facteurs extérieurs, mais pour une plus grande partie de facteurs intérieurs. Donc l'état d'esprit, la paix intérieure, le contentement, la tranquillité de l'esprit sont des facteurs importants pour le bonheur. Ce sont évidemment des idées bouddhistes fortement ancrées dans la culture bhoutanaise et qui sont en harmonie avec le bonheur national brut. Alors est-ce que ce genre d'indice ne serait pas aussi applicable à d'autres pays dans le monde? Parce qu'on parle surtout du Bhoutan, mais pour les autres pays en voie de développement comme la Chine ou le Brésil, qui sont des pays plus gros et qui rencontrent des problèmes de conditions sociales et autres, ça pourrait donc peut-être les aider, leur apporter un plus. Alors, le bonheur national brut, on doit le voir à différents niveaux. Un, c'est une stratégie de développement, donc c'est une certaine philosophie du développement, c'est-à-dire quels sont les buts du développement. Je pense que redéfinir les buts du développement, c'est quelque chose qui est nécessaire partout, y compris en Occident. Alors évidemment aussi comme des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil que vous avez mentionné, mais même à mon avis en Occident, il y a la nécessité de repenser les buts du développement. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à des situations de crise aujourd'hui. La première, la plus évidente, c'est la crise écologique. La manière dont nous avons fonctionné au cours des dernières 30-40 ans n'est pas durable. Donc si nous ne réorientons pas notre manière de produire et de consommer et de gérer nos déchets, on va arriver très rapidement à une impasse. Alors, il y a eu la conférence COP21 à Paris au mois de décembre 2015, où on a vu que même les chefs d'État de tous les grands pays se rendent compte qu'il faut agir aujourd'hui. Alors, à mon avis, les actions ne sont pas encore suffisamment
volontariste et pas suffisamment radicale, mais je crois qu'il y a une prise de conscience générale qu'on ne peut pas simplement continuer comme ça. La deuxième raison, c'est la crise financière et économique, c'est-à-dire que le système financier actuel est construit sur une espèce de bulle financière basée sur la dette. Donc cette bulle, tôt ou tard, doit exploser. On a eu une explosion en 2008. À mon avis, on aura encore d'autres crises qui vont venir, et en particulier parce qu'on a une répartition des richesses qui est trop inégale entre le nord et le sud d'une part, mais aussi même au sein des sociétés riches, on voit une inégalité croissante, et les inégalités économiques et sociales sont source de conflits et de problèmes sociaux. Donc ça, c'est une deuxième source, à mon avis, de conflits qui demande à réorganiser ou redéfinir l'économie. Et troisièmement, il y a une crise, je dirais, existentielle. C'est-à-dire qu'on est arrivé un peu aux limites de ce que plus de production, plus de consommation peut amener en termes de satisfaction et de bien-être. Et je pense que, en particulier aussi parmi les jeunes générations, il y a une prise de conscience croissante que simplement gagner plus d'argent n'est pas un but réellement satisfaisant à long terme dans la vie. Bien sûr, on doit assurer une certaine sécurité financière, etc. Mais encore une fois, l'argent est un moyen et non pas un but. Donc pour ces raisons, je pense qu'il y a un besoin de redéfinir les objectifs de développement, et d'ailleurs l'ONU en a pris conscience. En 2012, il y a eu une grande conférence à l'ONU à l'instigation du Royaume du Bhoutan qui s'appelait Bonheur et bien-être pour un nouveau paradigme économique. L'année dernière, l'ONU a publié les nouveaux, ce qu'on appelle en anglais Sustainable Development Goals, c'est-à-dire les buts du développement durable. Il y a 17 ou 18 buts qui ont été fixés, qui essayent justement de redéfinir l'orientation générale du développement. Ça, c'est le premier niveau qui est le niveau de l'orientation générale. Je pense que ça, c'est valable pour tout le monde. Le deuxième, c'est la notion d'indice ou d'index, c'est-à-dire de mesure. Comment est-ce qu'on mesure le développement? Je pense que là aussi, on voit que pendant longtemps, ce qu'on appelle les indices ou les mesures alternatives n'ont pas été prises très au sérieux. Maintenant, ça a beaucoup changé. Là, il y a quelques semaines, enfin, dans les jours passés, il y avait le grand World Economic Forum à Davos, le forum mondial sur l'économie. Et par exemple, un économiste comme Joseph Stiglitz, qui est prix Nobel d'économie, a publié un article dans lequel il disait « Le produit intérieur brut n'est pas une mesure adéquate du développement ». Donc on parle là d'un prix Nobel d'économie, non pas de quelque chose de marginal, mais quelqu'un qui est une des sommités mondiales de l'économie et qui est écouté par le chef d'État, etc. Donc cette question de comment mesure-t-on le développement, j'ai parlé tout à l'heure de l'aspect unilatéral de mesurer le développement à travers le BIP. Et ça, c'est une prise de conscience qui se développe. L'Angleterre a mis en place une commission de réflexion autour de la mesure du bien-être. L'Allemagne l'a mis en place. Et toute une série d'États américains l'ont mis en place aussi. On avait, dans un des cours que j'ai donné au Bhoutan, on avait le gouverneur de l'État d'Oregon qui a participé et qui a mis en place dans son État aussi un indice ou un index de mesure alternative du développement. Donc, c'est quelque chose qui est en train de prendre racine et qui commence à être pris au sérieux au niveau, je dirais, mondial, bien qu'on n'ait pas encore de grand pays qui ait vraiment mis ça au centre de sa politique. Mais on sent qu'il y a un mouvement. Et le troisième aspect, je dirais, c'est un aspect qui a plutôt à faire, je dirais, avec l'éducation. C'est de se rendre compte qu'il y a aussi un besoin de redéfinir les valeurs sur lesquelles on met l'accent. Donc tant que l'éducation est uniquement axée purement sur l'aspect intellectuel, académique et sur l'idée que l'éducation c'est avant tout pour trouver du travail quand on sort de l'école, bien sûr c'est important, mais c'est très unilatéral. Et au niveau du Centre du Bonheur National Brut, on a toute une série de projets éducatifs dans lesquels on travaille dans les écoles, du jardin d'enfants jusqu'à l'université, autour des questions de comment développe-t-on les compétences émotionnelles, sociales, relationnelles, éthiques. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui aussi peut être mis en œuvre partout dans le monde. Il semble en effet que lentement, mais sûrement,
les consciences s'éveillent. De plus en plus de gouvernements et d'administrations s'intéressent à un mode de développement alternatif, comme le bonheur national brut. Par exemple, vous avez probablement déjà entendu parler de l'IDH, l'indice de développement humain mis en place par le Programme des Nations Unies pour le développement. On remarque que ce type d'indice prend de plus en plus d'importance. Mais ça ne s'arrête pas là. Certains pays décident par eux-mêmes de redéfinir les buts de leur développement. Non seulement, comme nous l'a dit Toravin, l'Allemagne ou encore l'Angleterre commencent à changer de politique, mais également, le pays de Galles a instauré ses propres indicateurs incluant des facteurs comme l'environnement et le bien-être. Ou encore en Belgique, la Wallonie s'intéresse davantage à l'environnement et à des facteurs sociaux. Il semble qu'au fond, nous cherchons tous une voie vers un bonheur plus durable, pour nous-mêmes et pour nos générations futures. Actuellement, nous nous trouvons en pleine transition pour un avenir qui, espérons-le, sera meilleur, mais à condition peut-être que nous portions plus d'importance à notre propre bonheur.